Fabien Nebel, qui nous vient de Tours, qui est l'ancien président de l'Assemblée des chefs de département de GE2I. On l'applaudit, on l'accueille chaleureusement. Donc Fabien. Merci. Donc un a des carreaux, l'autre a des rayures. Philippe Lavallée, lui, vient du Havre, ancien aussi président de l'Assemblée des chefs de département. On l'applaudit chaleureusement. Soyez le bienvenu. Et là, maintenant, on pique plein sud avec Laetitia Amaret, qui est chargée de développement FCA et référentiel RNCP à l'université Paul Sabatier à Toulouse et qui est de l'IUT de Tarbes. Et Valérie Gabriel, chargée de mission compétences également à l'université Paul Sabatier de Toulouse et à l'IUT de Tarbes également, de Toulouse. On vous accueille quand même. Alors, je vais vous laisser la parole pendant... alors, j'ai calculé, je fais les additions. 40 minutes maxi. C'est ça, hein? C'est ce que vous m'aviez dit. Bon, bah, si c'est ce qu'on a dit. Et ensuite, c'est surtout la partie intéressante, c'est l'échange questions-réponses avec la salle. Voilà, qui commence? Eh bien, c'est moi. Eh bien, allez-y. Donc, Fabien, c'est à vous. Merci. Alors, une petite accroche. Ce n'est pas en améliorant la bougie qu'on a inventé l'ampoule. C'est une accroche GE2I. Mais ce n'est pas un travail simplement GE2I, puisque nous collaborons avec différentes ACD, GLT, TC, GEA, Carrière sociale, et j'en oublie, GTE aussi. C'est un travail que nous avons déjà fait partager aussi au niveau de différents IUT. Nous étions à Colmar il y a peu. Nous étions en région centre, à Riut, donc différents IUT. Voilà. Donc c'est un travail qui n'est pas simplement GE2I, je tenais quand même à le préciser. Alors, on va commencer par aussi une petite réflexion. Nous sommes en train de vivre une période exceptionnelle de l'histoire. On a vécu 70 ans de paix. L'espérance de vie a cru jusqu'à 80 ans. La population paysanne est passée de 75 à 2%. Par conséquent, toutes les institutions que nous avons créées l'ont été à une époque où le monde n'était pas ce qu'il est devenu. Sont-elles donc obsolètes? À peu près toutes le sont. Elles sont désadaptées par rapport à l'état actuel du monde. Ces brillants propos sont ceux de Michel Serres. Alors ça ne lui a pas porté chance puisqu'il est mort peu de temps après. Néanmoins, vous avez là toute la vision finalement résumée du fait que nous sommes un peu à la croisée des chemins et si nous voulons vraiment être efficaces, il faut vraiment prendre conscience que nous sommes devant une société qui est en évolution énorme et que nous devons y répondre, pas simplement avec un petit toilettage. Seul au monde, c'est évidemment IUT quand on est dans un travail dans les équipes pédagogiques. Nous sommes souvent concentrés, enseignants, sur les étudiants, sur nos collègues, sur les professionnels avec lesquels nous sommes évidemment en relation très étroite. Et puis, nous avons quelquefois du mal à concevoir que nous avons aussi d'autres interlocuteurs, le ministère, les universités, avec lesquels, évidemment, nous devons collaborer de façon beaucoup plus étroite que nous ne le faisons en ce moment, et puis les branches professionnelles. Alors, évidemment, quand je prends toute cette partie-là, les IUT sont un petit peu dans le dur, c'est-à-dire qu'il y a des reproches qui sont faits aux IUT en termes d'insertion professionnelle à l'issue de la formation, que ce soit Bac+2 ou Bac+3. Les branches cherchent nos diplômés, n'arrivent pas à les trouver. Il y a une volonté de faire aussi de la formation tout au long de la vie, chose que l'université sait très peu faire. Quand je dis l'université, j'inclus évidemment les IUT dans l'université. C'est 1,4% de toute la formation professionnelle. Donc évidemment, la part universitaire est vraiment très faible. Donc nous avons des interlocuteurs qui, finalement, n'arrivent pas à voir un petit peu l'évolution des IUT et à voir la place que les IUT peuvent avoir dans ce monde en mouvement. Nous sommes persuadés que nous faisons du bon boulot et le fait est que nous faisons du bon boulot. C'est-à-dire que les étudiants que nous menons jusqu'au diplôme, ce sont des étudiants qui sont reconnus par les entreprises, mais bon, très peu sincères directement après, ou même après une licence pro. Beaucoup poursuivent.
Et c'est bien ça qui pose difficulté. Et ce qui pose également difficulté, c'est que quand je dis ceux que nous faisons réussir, que nous emmenons jusqu'au bout du diplôme, eh bien, je ne parle pas de tous ceux qui ont abandonné en cours de route, et en particulier ceux qui sont issus de bacs technologiques, pour lesquels, normalement, nous sommes la filière d'accueil. Bien, alors allons voir un petit peu ce qui se passe autour de nous. L'arrêté licence, c'est tout récent. L'arrêté licence, rapidement, c'est quand même intéressant de s'y arrêter. Vous avez des choses extrêmement importantes en termes de gouvernance pour les formations des universités. Il y a d'abord le contrat visée pédagogique pour chaque étudiant. C'est-à-dire qu'il y a un engagement à faire réussir l'étudiant et à le faire réussir selon un parcours personnalisé, différencié et flexible. Ce sont des termes qui viennent de l'arrêté licence, hein, ce ne sont pas des termes que nous avons inventés, qui peuvent être organisés, ces parcours, sous la forme de majeur-mineur. Majeur-mineur, vous reconnaissez évidemment des termes qui sont également dans la réforme du bac. Donc nous aurons des étudiants bientôt qui seront bercés par ces termes-là et pour lesquels nous avons normalement l'obligation également de répondre à travers des parcours qui ne sont plus tubulaires. C'est-à-dire que la vision, c'est bien, on rentre dans une licence après le bac et on en sort 3 ans après en ayant suivi tous les mêmes tubes. Cette vision-là n'est plus la vision qui doit servir pour organiser les parcours des formations. Oubliez également les 30 ECTS attachés au semestre. Les ECTS sont attachés uniquement au bloc de compétences ou au module de formation. La gouvernance libre des universités, autrement dit, l'université, elle est capable de mettre en place des diplômes d'établissement, des certifications. Si elle en a besoin, elle le fait à son bon vouloir. Elle a aussi, normalement, alors je parle là bien de la licence, l'obligation de faire de l'insertion professionnelle ou de la poursuite d'études. C'est-à-dire que la licence doit mener aussi bien vers l'insertion professionnelle que vers la poursuite d'études. Alors l'insertion professionnelle, pour l'instant, quand on est dans une licence générale, ça va consister pour beaucoup à faire un stage, quelques heures de PPP. Bon, on sait que l'insertion professionnelle, c'est encore autre chose, mais là, nous avons un peu d'expérience dans ce domaine au sein des IUT. Et puis, dans l'arrêté licence, il y a des recommandations pédagogiques. 1500 heures d'encadrement, mais on précise bien que c'est pour les étudiants 4500 à 5400 heures. Donc, autrement dit, on ne se résume pas au simple face-à-face que l'on peut avoir avec les étudiants. Et puis, il est fait mention également de pédagogie diversifiée et de blocs de compétences. Et c'est là tout l'intérêt, parce que les blocs de compétences, c'est l'articulation, normalement, qui doit permettre d'améliorer l'insertion professionnelle pour la rendre crédible vis-à-vis de nos étudiants. C'est ce qui doit permettre aussi d'améliorer la réussite des étudiants. Alors là, c'est aussi une remise... pas une remise en cause, mais une reformulation de la réussite. Jusqu'à présent, la réussite, nous, on ne sait la décliner qu'à travers la réussite au diplôme. Or, si, à travers les blocs de compétences, nous sommes en capacité de proposer aussi de la certification, dès l'instant où un étudiant quitte la formation en ayant certifié quelques blocs, on peut parler de réussite, il n'est plus complètement en échec. Et puis, donc, améliorer la formation tout au long de la vie, ça, ce sont les objectifs qu'il faut décliner. Un petit focus sur 2 lois qui sont toutes récentes et qui reprennent des choses extrêmement semblables. La loi ORE, Orientation pour la réussite des étudiants, et puis la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Alors, il y a évidemment de la mobilité dans ces 2 lois. Je vais passer très rapidement, mais globalement, l'idée est bien de répondre entre le monde de la formation et le monde du travail à travers un langage commun, et ce langage commun, de la façon dont c'est écrit, ce sont les blocs de compétences. C'est là où il ne faut pas se tromper, parce que si nous avons chacun notre définition des blocs de compétences, évidemment, cette articulation commune entre monde professionnel et monde de la formation sera impossible à trouver. Alors, tout ça s'est décliné de façon extrêmement semblable, ces 2 lois. Je rappelle que, pour l'instant, d'un côté, nous avons des diplômes. De l'autre côté, l'objectif, c'est bien de la certification professionnelle. Et l'idée étant, à chaque fois, d'avoir des parcours individualisés du côté de la formation, des parcours
qui vont pouvoir s'adapter en fonction de l'évolution des parcours professionnels de chaque individu. L'idée étant d'avoir des passerelles, et on a bien cette articulation à travers des blocs de compétences et connaissances. Alors remarquez le sens dans lequel tout ça s'est articulé dans une loi et dans l'autre. Il y a bien ici un avantage à considérer l'un par rapport à l'autre en fonction d'où on vient. Mais au fait, c'est quoi une compétence? Une compétence, vous avez des définitions, et c'est toujours assez surprenant de voir à quel point nous avons tendance à remettre en cause des définitions de gens dont c'est le métier de travailler sur les compétences. Donc nous, le travail qu'on a fait depuis 4-5 ans, c'est qu'on s'est un petit peu ingurgité de tout ça, on a rencontré les gens pour discuter avec eux, et parce qu'au début, nous non plus, on n'était pas d'accord tous quand on parlait, chacun on y mettait un petit peu des choses différentes sur les compétences, mais en fait, des choses existent, et il s'agit simplement de pouvoir se les approprier pour en faire quelque chose de cohérent. Donc ici, vous avez la définition de tardif, savoir agir, prenant appui sur la mobilisation et la combinaison d'une variété de ressources internes et externes, permettant de répondre à une problématique dans un contexte professionnel. Alors ça, si on le décline un petit peu, c'est quoi une compétence? C'est tout ça. Philippe, tu peux nous en parler rapidement? Oui, parce que là, il me coupe la parole. Ah oui, le micro. Excusez-moi. Alors oui, donc la compétence, comme l'a dit Fabien, c'est très important. Le mot savoir-agir, ça c'est très important. Des fois, le savoir-faire, c'est une différence. Dans le savoir-faire, on a la notion de performance. Dans le savoir-agir, il y a une dimension de profondeur, d'analyse. Donc déjà, vous voyez, il faut bien comprendre ça, parce que le bloc de compétences, il repose là-dessus. On va voir que c'est un ensemble de compétences qui vont être associées pour répondre à une activité professionnelle. Donc on a mis ces mots-là parce que ces mots-là, ils viennent du Canada. Il n'y a pas longtemps, il y a un bureau qui a sorti 7 compétences pour un premier cycle universitaire. Et ils se sont inspirés de ce travail qui est une compétence, c'est complexe, relative, consciente, insécable, complète et transférable. Alors, qu'est-ce qu'on appelle complexe? Vous l'avez vu par la définition de tardif, c'est un ensemble de choses, c'est une mobilisation, une combinaison des connaissances, des contextes plus ou moins complexes, des situations plus ou moins complexes. Donc, vous voyez, ça va, c'est pas qu'une seule chose, qu'un seul geste. C'est pas, comme on pourrait dire, la pédagogie par objectif, je regarde si tu sais faire ça. Non, non. Derrière, rappelez-vous que dans une compétence, il y a une dimension d'analyse qui est très importante et de construction. Quand on peut analyser le verbe comprendre, derrière comprendre, c'est très riche aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut bien voir ça. Donc c'est complexe, c'est relatif, parce qu'en fin de compte, la compétence, on ne l'acquiert pas. Derrière ça, vous voyez, ça a un impact sur la notion de certification d'un bloc de compétences. Parce qu'on dit que c'est relatif, parce que quand on commence quelque chose, quand vous avez commencé à être enseignant ou dans votre branche professionnelle, vous avez un certain niveau, un certain niveau de compétence, et au cours du temps, vous l'avez amélioré. Vous êtes passé de quelqu'un qui était aux simples applications à la notion de maîtrise et peut-être à la notion d'expertise. Et si vous voulez, un étudiant qui sort d'un diplôme, il n'est pas expert. Donc la compétence, c'est la notion de relativité. C'est insécable parce qu'en fin de compte, c'est un ensemble de choses. Si on prend savoir piloter un avion, on prend cet exemple-là parce qu'il est très révélateur, mais on pourrait prendre, si vous voulez, d'autres exemples, traverser une rue, il y a plein d'exemples, mais piloter un avion, c'est savoir décoller, savoir piloter et savoir atterrir. Si la personne ne sait pas atterrir, c'est quand même risqué, on ne peut pas dire qu'il est compétent. Vous prenez un autre exemple, traverser une rue, vite, alors donc on ne traverse plus la rue. Donc voilà. Donc ensuite, insécable complète, donc c'est plus ou moins lié. Et c'est conscient. C'est conscient parce qu'en fin de compte, il y a une analyse. Il faut inviter l'étudiant à réfléchir sur l'action qu'il est en train de mener, c'est-à-dire qu'il doit être capable de savoir ce qu'on attend de lui, le niveau. Et donc, vous voyez, derrière, il y a le niveau d'évaluation, les critères d'évaluation, les indicateurs d'évaluation sont très importants. Et ensuite, il y a sur l'action, du moins il y a dans l'action, excusez-moi, et sur l'action, c'est la notion de transférabilité. Parce qu'une compétence, on peut très bien la transposer dans un autre domaine, dans un autre contexte. Et ça, c'est aussi important qu'il faut bien prendre cette dimension. Et vous voyez, on dit, et c'est comme ça qu'on va acquérir, que l'étudiant il va nous faire preuve qu'il est capable, qu'il acquérit cette compétence. Concevoir quelque chose, il est capable de le faire. Il l'a fait en activité, en formation. Maintenant, quand il va être certifié, on va la transposer dans un autre contexte. Est-ce qu'il est capable? Est-ce qu'il a bien compris? Est-ce qu'il a la méthodologie? Est-ce qu'il a l'analyse? Tout cet ensemble de toutes ces dimensions est très importante pour la compétence. Et donc, ça se résume par un consensus en 4 points. Et donc ce consensus, parce qu'il y a d'autres définitions, il y a Goulet, il y a tout ça, et donc si vous voulez, il y a eu un travail qui a été fait en 2015 pour l'IGANER,
un consensus en 4 points où ils disent que la compétence, ils se sont tous mis d'accord, il y avait une concertation, un rapport à l'action, un rapport au contexte et à la situation, un caractère transférable et une combinaison et une intégration de différents éléments. Ça, c'est ce que l'IGNER a sorti d'un travail. Ils ont pris toutes les définitions et ce n'est pas la peine d'aller chercher sa propre définition ou de vouloir écrire des choses. Il y a des gens qui sont de renom qui en parlent, donc mieux vaut les écouter puis passer à la suite. Et on passe la parole à Laetitia, qui va nous parler de la méthodologie ensuite pour étirer les blocs. Donc, avant d'entamer la méthodologie, donc, en fait, pour toute construction de référentiel, il est important de définir et de partager un vocabulaire commun. Donc, La bascule. Est-ce qu'on peut basculer sur... tout ça, là, la tour de contrôle? Et lequel? Ouais, merci. Si tu peux aller à la 3. Voilà, donc on part sur un vocabulaire commun. Il est important aussi de veiller à mettre en œuvre des pratiques convergentes et effectuer une certaine normalisation. Alors, pour l'activité, donc c'est un ensemble d'actions et d'opérations. Alors, je précise que nous, on travaille sur les métiers, les activités, les compétences. Donc, une activité, c'est un ensemble d'actions et d'opérations dirigées vers la réalisation d'une mission. Et une mission appelle plusieurs domaines d'activité pour sa réalisation. Et pour décrire une activité, on la décrit en nombre d'actions. Une compétence, donc comme on disait, il n'existe pas une seule définition de la compétence. Donc nous, de manière synthétique, la compétence est une combinaison de savoir et d'aptitudes prouvées pour la réalisation d'une activité en situation, avec un niveau de responsabilité ou d'autonomie, qui définit la réalisation de cette activité. La compétence doit toujours être contextualisée dans une situation donnée. Et le contexte précise les conditions dans lesquelles la compétence se met en œuvre et se constate. Donc une compétence, elle est toujours écrite en verbe d'action, plus un complément d'objet et un complément circonstanciel. Donc c'est le complément de phrase. Donc c'est vrai que nous, à chaque fois qu'on accompagne des équipes dans la construction de blocs de compétences, on revient toujours sur ces définitions et on insiste, on revient. Enfin, on a accompagné la CDGE2I aussi pour la description du DUT GE2I en bloc de compétences et on est revenu plusieurs fois pendant plusieurs jours à bien préciser. Ça permet en fait de bien distinguer une activité et une compétence. Alors ensuite, le bloc de compétences, donc la définition du COPANEF de 2015, donc c'est les blocs de compétences se définissent comme des éléments identifiés d'une certification professionnelle, s'entendant comme un ensemble homogène et cohérent de compétences. Ces compétences doivent être évaluées, validées et tracées. Sous ces conditions, elles constituent une partie identifiée de la certification professionnelle. Donc nous, on a fait le choix de décrire un bloc de compétences également avec un verbe d'action, puisque c'est un regroupement de compétences homogènes et cohérents, que les compétences sont en verbe d'action. On a fait le choix de faire la description du bloc en verbe. Ça reste toujours à discuter, mais enfin voilà, nous, c'est la méthodologie que nous avons appliquée sur l'université. Ensuite est apparue donc une note de France Compétences en avril 2019, donc sur les blocs de compétences, où on intègre en fait les blocs de compétences dans le code du travail. Les certifications professionnelles sont constituées de blocs de compétences, ensemble homogène et cohérent de compétences, contribuant à l'exercice autonome d'une activité professionnelle et pouvant être évaluée et validée. Voilà, donc la notion d'activité professionnelle revient dans la construction des blocs de compétences.
Oui, effectivement, hein, ça précisait un petit peu justement ce qu'était la cohérence, puisque dans la définition du bloc de compétences du COPANEF, on dit un ensemble cohérent de compétences, mais on ne sait pas bien finalement sur quoi doit se faire cette cohérence. Et c'est vrai que le plus logique semble de faire cette cohérence autour d'une activité professionnelle. Donc pour resituer un petit peu, je suis donc chargée de mission sur l'approche compétences à l'IUT, mais aussi à l'université. Et on a mis en place un groupe d'accompagnement qui s'appelle ACOMP, qui a accompagné les équipes pédagogiques dans la mise en place, qui est en train d'accompagner ces équipes dans la mise en place de l'approche par compétences. Donc le premier gros travail que nous avons eu à mener était dans le cadre d'une AMI sur la FTLV, sur le numérique. Donc ça a été notre première expérience pour accompagner vraiment la rédaction de ces blocs de compétences. Donc dans ce cadre-là, on a travaillé justement avec les conseils de la FCU et la formation mise en place par la FCU. On a travaillé au niveau de la commu. Le secteur du numérique avait cet avantage qu'il pouvait fédérer les 4 pôles toulousains de la commu. J'ai mis 4 universités, mais c'est 3 universités et un pôle d'école d'ingénieurs. Et donc on a travaillé sur 2 formations par établissement, des formations aussi bien de licence pro, de master et que de titre d'ingénieur. Et on a décliné ces formations en blocs de compétences. Et donc, tout à l'heure, on a évoqué la nécessité de faire valider et d'interagir avec le monde professionnel. Et donc, effectivement, ça a été à cette occasion qu'on a mis en place un conseil de perfectionnement sectoriel pour le secteur du numérique, où on a effectivement fait intervenir tous les acteurs des branches professionnelles pour valider un petit peu l'énoncé des compétences. Alors, ils ont pu nous exprimer leurs besoins et on a pu choisir comme ça au sein de toutes les formations de la commu les 8 qui répondaient le mieux à leurs besoins et on a interagi ensuite sur la définition des compétences des blocs de compétences qu'on avait définis. Donc Laetitia l'a dit tout à l'heure et c'est pour ça qu'on est ici avec Fabien et Philippe. On a aussi accompagné l'Assemblée des chefs de département GE2I pour la définition des blocs de compétences, dans le cadre bien sûr là, du DUT et du travail qui sera mené pour les prochains DUT. Et on a aussi accompagné divers projets à l'université. Alors, à la précédente accréditation, avant de parler de blocs de compétences, on avait déjà parlé de compétences et on avait travaillé donc à la rédaction des fiches RNCP de licence pro et de master et tout le début de la master chain et des blocs qui sont en train de paraître actuellement. Et on a identifié aussi des blocs de compétences fonctionnelles déjà dans certaines licences pro, certains masters. On a réfléchi à des projets de licence professionnalisante. On se demandait tout à l'heure si on travaillait avec l'université. À Toulouse, c'est vrai que l'université et l'IUT travaillent pas mal ensemble pour ça. Il y a des filières qui ont été faites, par exemple la filière de génie mécanique de l'IUT. DUT licence pro travaille avec la suite et ils ont défini des compétences sur l'ensemble de toute la filière de génie mécanique. Et puis il y a des projets de licence professionnalisante qui apparaissent aussi et qu'on essaye d'accompagner, voire des licences générales qui commencent aussi à réfléchir à la mise en place de cette approche. Voilà, donc je vais repasser un petit peu la parole à Laetitia pour qu'elle détaille en fait les étapes. On va voir que M. Humeau peut être rassuré. Quand on l'a entendu parler tout à l'heure, on se dit c'est bon, on a la même méthode, on va pouvoir discuter ensemble puisqu'on est parti à peu près dans la même approche. Donc, tout d'abord, c'est un travail collaboratif entre les référents pédagogiques, donc ça peut être donc, les responsables de parcours, de mention ou les membres d'une équipe pédagogique, et des référents compétences. Donc, nous, au sein de l'université, on a le groupe ACOMP pour l'approche compétences, donc, qui est constitué d'ingénieurs développement de formation, de chargés d'orientation et d'insertion professionnelle, de référents RNCP et d'ingénieurs ou conseillers pédagogiques. Donc là, alors on ne travaille pas tout seul sur l'université Paul Sabatier, il y a également une personne de l'université Jean Jaurès qui fait partie maintenant de ce groupe, qu'on a embarqué dans le groupe. Donc voilà, déjà il faut mobiliser toutes les personnes. Ensuite, on identifie les métiers visés par le diplôme. Donc, pour faire ce travail-là, on travaille donc sur les fiches RNCP ou les fiches descriptives du parcours, si elles existent. Donc, les fiches descriptives de parcours sont des fiches
qui viennent compléter la fiche RNCP puisqu'elle est au niveau mention. Les métiers visés donc aussi sont issus des résultats de l'Observatoire de la vie étudiante ou toute autre enquête. Beaucoup de responsables de formation mènent des enquêtes d'insertion. Donc tout ce qui est bon à prendre sur les métiers visés, on prend. Et surtout aussi, on tient compte du milieu socio-économique, donc des retours de nos relations avec les entreprises, qui peuvent également donc, se retrouver au niveau du conseil de perfectionnement. Alors une fois qu'on a ces métiers visés, on constitue une base de données sur le profil d'emploi visé. Alors en fait, on cherche les référentiels métiers, dont ceux de la branche professionnelle. On repère donc les fiches métiers ROM, donc les fiches métiers Pôle emploi ou les fiches métiers APEC. On recherche des offres d'emploi, métiers visés sortis de diplôme, pas avec 5 années d'expérience. Et on est amené à faire des analyses comparatives des formations similaires. Donc ça peut être aussi des CQPM ou des CQP, des titres professionnels. Alors une fois qu'on a toutes ces ressources, là on peut accompagner les équipes pour se doter de toutes ces ressources. Et là, on commence à travailler sur les activités principales. Donc, on croise tous ces éléments-là et on fait la liste donc, des activités exercées par le futur diplômé à partir de la base de données et des référents pédagogiques. Et pour chaque activité, on identifie les compétences mobilisées, toujours en sortie de diplôme et en respectant les consignes de rédaction de compétences. Une fois que donc, ce travail est effectué, on relie les compétences et les modules d'enseignement. En fait, on fait un tableau croisé entre les compétences et les modules et on essaie de vérifier qu'il n'y a pas de trou dans la raquette. Donc, soit il y a des compétences qui sont citées et on voit qu'il n'y a pas d'enseignement en face. Donc, se poser la question, ce métier a évolué et il faut peut-être aussi faire évoluer la formation, ou on croise, on voit qu'il y a un enseignement qui repart accroché à une compétence, vérifier si on ne l'a pas oublié en fait, dans la description des compétences liées aux activités. Cette étape peut être facultative en fonction... Je vais le faire. Oui, Pardon. Effectivement, suite à des échanges hier avec Fabien, il disait ah oui, mais dans la méthode, effectivement, on a été amené à mettre cette étape-là parce qu'on travaille beaucoup sur des formations existantes que l'on veut assembler en bloc de compétences. Je pense que dans le cadre du DUT, on est sur repartir de nouveau et cette étape-là, elle devient tout à fait facultative. Si on pouvait justement oublier l'existant et repartir des compétences des métiers visés pour voilà, donc cette étape 6, je pense que dans la construction des nouveaux programmes de DUT, il faut surtout l'oublier et il faut surtout repartir vraiment des métiers visés si on veut pouvoir arriver à faire ça. Et donc la suite, évidemment, c'est l'organisation en blocs de compétences, des compétences qu'on aura pu identifier à partir des référentiels métiers. Alors sur les licences professionnelles, sur lesquelles on a travaillé, toutes les licences professionnelles de l'IUT ont été formulées en bloc de compétences lors de la précédente accréditation. On est surtout sur le premier modèle, c'est-à-dire autour d'une activité, on va trouver des compétences reliées à cette activité-là. Maintenant, évidemment, il peut y avoir une activité des compétences qui sont communes à plusieurs activités. Ce serait une autre façon de les regrouper, avec ici le deuxième exemple où vous avez des compétences de l'activité 2 et des compétences de l'activité 3 qui se retrouvent et qui sont dans un même bloc de compétences. Et on peut imaginer aussi, bien sûr, d'avoir des compétences, et Dieu sait si on en parle, et on pourra peut-être en parler après lors de la table ronde, des compétences transversales qui vont intervenir dans plusieurs types d'activités et qui donneraient une autre façon de regrouper ces compétences en bloc de compétences. C'est quelque chose qui nous occupe, une réflexion qui nous occupe beaucoup en ce moment. Alors pourquoi c'est moi qui ai repris la parole? Parce qu'en fait, dans le groupe ACOMP, moi je joue le rôle de l'enseignant naïf. Voilà, c'est l'intérêt de ce groupe, en fait, c'est notre complémentarité entre des gens qui sont plus branchés métier, des gens qui sont plus branchés pédagogie, et puis des enseignants qui sont
au milieu de tout ça et qui disent oui mais moi je voudrais que ce soit comme ça ou chez moi, et puis ça nous donne des petits terrains d'expérimentation aussi. Donc une fois qu'on a défini ces blocs de compétences, il faut bien sûr définir les prérequis, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut pour suivre ce bloc-là. Ça permet de définir une certaine progressivité dans les blocs de compétences. Et puis il va falloir définir, et c'est là tout le cheval de bataille, on commence un petit peu à pouvoir aborder ce point-là, les modalités pédagogiques et les modalités de certification. Donc on peut commencer à réfléchir, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas évoqué, je trouve, depuis le début de l'après-midi. Finalement, c'est les enseignants, on dit toujours comment on va faire pour mobiliser les collègues et tout, mais je pense que le fait de changer et de travailler par projet, comme on l'a évoqué tout à l'heure, ça change aussi la façon d'enseigner, ça change le comportement des étudiants, et donc une façon de mobiliser les collègues aussi, c'est peut-être de les attirer vers ces étudiants plus acteurs et plus mobiles. Donc on spécifie les modalités d'organisation, d'évaluation. Je voudrais rajouter un petit point sur cette chose-là. Je pense qu'on n'utilise peut-être pas assez les mises en situation professionnelle, parce que si on va voir les gens et qu'on leur dit qu'il faut tout refaire et tout réinventer et trouver des tas de situations, ça va faire peur aux gens. Mais je pense qu'il y a plein de situations professionnelles comme le stage ou le projet tutoré qu'on n'exploite peut-être pas assez en termes d'évaluation des compétences. On pourra aussi en discuter si vous voulez. On a évalué des compétences en stage, on a évalué des compétences cette année dans la licence professionnelle dont je m'occupe au cours du projet tutoré, en reportant vraiment cette évaluation des compétences dans les modules correspondants et pas seulement en mettant une note de projet tutoré ou en mettant une note de stage. Donc on définit, on l'a déjà dit, hein, vous l'avez évoqué tout à l'heure, les critères d'évaluation, et puis on vérifie que tout ça puisse passer dans le cadre d'une formation tout au long de la vie pour des salariés. Voilà, donc là, c'est une grille méthodologique qui va reprendre tout ça avec les métiers, les activités, les compétences, les blocs de compétences, les modalités d'évaluation, les critères d'évaluation, les méthodes pédagogiques, le lien avec la formation, le nombre d'heures, les acquis d'apprentissage, ce qui permet de faire le lien entre les compétences et les enseignements, et puis les prérequis définis pour ce bloc. Donc je pense que maintenant, je vais repasser la parole à nos collègues pour qu'ils nous montrent un petit peu ce qu'ils ont fait en GE2I. On avait... Oui, tout à fait. Alors, vous voyez quand même à quoi ça ressemble la description d'un bloc de compétences. Donc en GE2I, grâce... Enfin, je dis tout à fait, j'ai peut-être été un peu optimiste, mais donc, portable 1, ça devrait être là. Il n'a pas l'air de... Je vais peut-être éteindre celui-là. Grâce à Valérie et Laetitia en particulier, nous avons pu avancer sur la définition du bloc de compétences. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur le câble? C'est portable combien 2? Portable 1. C'est ça? Portable 1. C'est ça? Voilà. Donc nous sommes arrivés à ça. Alors, en faisant travailler tout le monde, ça c'était en décembre, sur une ACD élargie, donc vient qui veut, et toujours à partir vraiment des fiches métiers, à partir des offres d'emploi. C'est-à-dire que le piège, c'est de ne surtout pas y projeter nos envies, mais c'est de travailler sur des choses qui sont factuelles, qui sont attendues à travers des activités professionnelles. Donc ça, c'est le résultat. Alors, nous avons travaillé sur 3 spécialités que l'on trouve en GE2I, électronique embarquée, automatisme, énergie. Donc on a épluché tous les métiers qui étaient associés à ça, les offres d'emploi. Et nous sommes arrivés à finalement trouver une convergence en fonction de ces spécialités, à définir des blocs autour de la conception, de la réalisation, de la vérification, de la mise en œuvre de l'installation et de la maintenance en conditions opérationnelles. Et vous avez l'exemple ici sur le bloc 1 de la conception, qui est rédigé d'une façon assez haute, mais que l'on peut ensuite redéployer, contextualiser en fonction de la spécialité. Donc concevoir un système simple dans un cadre restreint. Donc là, on liste les compétences attendues pour arriver à valider les activités professionnelles sur ce bloc. Donc contribuer à l'élaboration du cahier des charges, l'analyser, l'interpréter, etc. Oui, donc là, ce sont les compétences métiers qui sont attendues. Donc, une fois qu'on a fait ça, le référentiel d'activité métier, il est écrit, le bloc, il est écrit. Nous avons travaillé à nouveau 3 mois après, en réunissant toujours plein de gens, en les faisant travailler en équipe, pour écrire la partie certifiable. Puisque le bloc de compétences, il y a sa définition liée à des activités métiers, et puis ensuite, il y a la partie certifiable, ce que nous, on est en capacité de certifier à l'issue
de la formation de nos étudiants. Donc, les acquis d'apprentissage que l'on va certifier, c'est la troisième colonne, hein, c'est toute la partie verte, où vous voyez que normalement, un bloc de compétences, ce n'est pas une liste de 50 000 compétences, on est vraiment sur des compétences de haut niveau, et il y a 2, 3, 4 compétences maximales que l'on peut évaluer. C'est-à-dire qu'on ne va pas dans le détail, on est vraiment sur une globalisation de ce que l'on cherche, et ça, c'est forcément à travers une mise en situation. Une compétence, un bloc de compétences ne peut être évalué qu'à travers une mise en situation. Ensuite, bien, il faut lister les modalités d'évaluation, et puis bien détailler les critères d'évaluation qui vont permettre de valider ou non ce bloc. Donc c'est l'analyse de ces critères d'évaluation qui va permettre de répondre à ça. Alors je rappelle que ça, ce n'est que la partie bloc de compétences. Or, il est bien spécifié par le ministère que le bloc de compétences n'est qu'une partie de l'accès au diplôme. Et il est même recommandé, dans les textes ministériels, que ça représente 50%. Donc pour l'accès au diplôme, il y a 50% de CTS, puisque pour valider le diplôme, on est bien toujours sur des ECTS. Donc on a 50% de ECTS qui sont liés à la certification des blocs de compétences, et puis ça veut dire qu'on a 50% qui est lié au processus de formation. Il faut bien dissocier le processus de formation du processus de certification lié au bloc de compétences. Ce qui est fait en ce moment, l'obligation, hein, ça c'est aussi une diapo du ministère, il y a en ce moment une définition, quoi qu'il arrive, à travers des UE. L'objectif au fur et à mesure des accréditations, c'est bien d'aller vers une approche compétence et donc d'aller vers une description en bloc de compétences. C'est une obligation. C'est pas, la question, c'est pas de savoir s'il faut y aller ou pas, c'est que c'est une obligation. Est-ce qu'il faut y aller à travers une phase transitoire ? Bien, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment avec les licences générales. Vous savez que les licences générales, déjà, ont leurs blocs de compétences qui sont écrits, avec, évidemment, aucun lien avec le côté professionnalisant. C'est-à-dire qu'on a fait des blocs de compétences qui sont calés sur les UE. Et c'est le meilleur moyen pour que rien ne bouge. Et quand on parlait tout à l'heure de l'articulation entre le monde de la formation et le monde du travail, eh ben là, c'est loupé, clairement. Or, dans la loi travail, article 31, il est dit que des commissions professionnelles peuvent se réunir pour créer des certifications, créer des diplômes, si besoin, si nécessaire. Donc, si nous, on n'est pas en capacité de répondre à cette formation professionnalisante, tout est orchestré dans la loi travail pour que d'autres s'en chargent à notre place. Et ça, c'est déjà une réalité, puisque vous avez des grands groupes qui sont en train de décliner des formations pour essayer de répondre à leurs besoins. Alors, je vous rappelle que si on mixe tout ça avec la réforme de la taxe, nous pouvons craindre derrière de grosses difficultés financières dans nos formations. Et quand on sait que pour faire de l'apprentissage technologique, il faut un peu renouveler du matériel régulièrement, en particulier, il y a de grosses difficultés qui se profilent. Je disais donc, bloc de compétences, là vous avez l'illustration, vous avez la partie certificative qui est liée aux activités professionnelles, et puis ensuite, à partir de ce que l'on a défini sur les activités certificatives liées au bloc, eh bien, il faut écrire le processus de formation. Mais il faut bien dissocier les deux. Alors je passe rapidement. L'idée étant de d'abord construire le cœur technique du DUT à travers les blocs de compétences, et ça peut être un objectif autonome en termes de formation continue. Mais ce n'est pas pour autant que si on fait tous les blocs et que l'on certifie tous les blocs, qu'on a l'obtention du diplôme. Mais c'est quelque chose que l'on peut construire au cours d'une vie professionnelle, et avec une VAE, on peut très bien obtenir le diplôme. Donc ça permet aussi de pouvoir accueillir des publics avec des profils différents qui viennent simplement chercher un bloc de compétences en particulier. Donc à partir de la définition des blocs, on construit le cursus du DUT. Petite formule mathématique. Est-ce que la somme des blocs de compétences est égale au DUT ? Non, je l'ai dit et je le redis. Mais ce qui veut dire qu'il faut aussi décliner un référentiel de compétences pour la partie formation. Et ce référentiel de compétences, là on ne parle plus de blocs de compétences. On parle simplement de référentiel de compétences. Et l'idée étant, eh bien, nous formons
des étudiants qui sont à l'IUT. Ils rentrent avant tout à l'IUT. Et l'idée force, c'est bien de pouvoir avoir un profil semblable pour tous les étudiants d'IUT. C'est-à-dire que quelle que soit sa spécialité, l'étudiant, il va travailler au cours de sa formation selon, alors ça avait été décliné ici 6 axes, et Philippe va vous en dire un petit peu. Vous voyez, le référentiel, en fin de compte, c'est lié au le niveau des compétences, c'est lié au référentiel diplôme. C'est là où on voit le bloc de compétences qui n'est pas le diplôme et le référentiel diplôme qui donne un niveau, le niveau que le DUT doit donner. Et c'est en lien, et ça va être construit par rapport à des descripteurs qu'on appelle les descripteurs de Dublin, qui est l'harmonisation européenne des niveaux d'attente au niveau de l'obtention de diplôme. Donc on a le référentiel diplôme et les blocs des compétences, on a un petit peu morcelé ce référentiel diplôme, ce référentiel compétences en plusieurs blocs. Mais c'est ça qu'il faut bien différencier. On a le diplôme, parce que le diplôme, c'est pas les blocs, hein, ça c'est ce qu'il faut bien voir. Donc si vous voulez, c'est ça, on a un référentiel diplôme qui va nous donner un niveau. Et puis on a les blocs de compétences. Et nos blocs, les compétences et les critères d'évaluation seront en lien avec ce référentiel diplôme. Donc je prends par exemple ici une déclinaison en compétences. Je prends par exemple le travail en équipe. Donc à l'issue de sa formation, le titulaire du DUT sera capable de s'intégrer à une équipe et de contribuer à un projet pluridisciplinaire en respectant une démarche adaptée. Donc ce genre de choses, on l'a confronté à différentes ACD qui ont pu toutes s'y retrouver, aussi bien d'ailleurs les ACD secondaires que tertiaires. Bon, alors avec éventuellement un petit mot à changer pour que ça ait un peu plus de sens, mais ça peut faire sens à tout le monde. Alors ça permet de vraiment travailler avec un objectif commun. Et si on décline tout ça pour nos étudiants d'IUT, eh bien, nous avons des profils liés à des compétences techniques, à des activités métiers à travers les blocs de compétences que l'on peut certifier, et on peut s'y retrouver avec des majeurs mineurs en créant ici, c'est pas un hasard, vous savez tout de suite d'où on vient, une majeure GE2I et puis une mineure GMP. Ce qui permet de répondre à des profils différents et ce qui permet très facilement de répondre à des spécialités qui sont attendues par les professionnels et que nous ne sommes pas en capacité de délivrer. Voyez, donc nous avons ici un diplôme de mécatronicien. Voilà. Par exemple, il faut prévoir qu'on ne connaît pas encore les métiers du futur. Donc on doit pouvoir répondre aux industriels. Hein. Il y a des exemples plastroniciens qui avaient été cités. Hein. Il existe à l'IUT de Dijon. Dijon travaille avec un BTS où ils font du circuit imprimé sur des boîtiers directement plastiques. Donc vous voyez, il a fallu associer deux compétences. Et ça, la flexibilité, on parle dans la loi ORE, la flexibilité. L'individualisation des parcours, évidemment, ce n'est pas l'étudiant qui va choisir n'importe comment, il y a un accompagnement qui est fait. Mais si vous voulez, ça peut le permettre aussi. Donc il faut voir que l'étudiant, on va lui construire un parcours avec une majeure GE2I et puis une mineure, pourquoi pas TC, parce que s'il veut faire technico-commercial. Donc il faut prendre cette dimension-là aussi. Et donc, avec ce bloc, eh bien, on a toujours, évidemment, puisque si ce sont nos étudiants qui rentrent après le bac, eh bien, on travaille aussi sur ces 6 axes qui définissent ce qu'est un étudiant diplômé d'IUT. Alors, ça, c'est un profil de compétences protéiformes, on l'a dit, ça répond à des besoins qui sont identifiés maintenant. Hein. Et ça, on peut le décliner aussi. Pourquoi pas? Nous avons une licence SARI qui marche très bien, système automatisé, réseau informatique industriel. Donc, l'idée étant, on a une spécialisation et on intègre d'une certaine façon une licence professionnelle dans un cursus. Et là, le DUT 180, il trouve tout son sens. Alors ici, j'ai même rajouté un petit bloc technique de commercialisation. Alors là, vous avez le profil d'un étudiant spécialisé pour faire du technico-commercial sur des automates. Voilà, typiquement ce que ça pourrait être. Alors comment est-ce qu'on peut décliner ça dans le processus de formation? Eh bien, nous avons nos étudiants qui rentrent à l'issue du bac, donc c'est le début de la flèche. Ils sont en processus de formation, évidemment, et régulièrement, bien, ils ont de la certification liée au bloc professionnel. Et ça, je l'ai entendu tout à l'heure, et c'est indispensable. Il faut qu'ils en aient tout au long du parcours. Il ne faut pas se contenter de la certification terminale d'un bloc dans son ensemble. Donc, il y a des compétences intermédiaires, des blocs de compétences intermédiaires à faire certifier également. Et si ça, c'est prévu dès le départ, eh bien, vous pouvez vous rendre compte que très facilement, on peut intégrer des gens qui viennent de l'extérieur, en formation tout au long de la vie,
parce que tout ça, c'est évidemment prévu dans le calendrier. S'il y a de la place, 1 ou 2 places dans un groupe, c'est facile à faire. Et si ça nécessite un groupe complet, on a tous les supports, on a tout le matériel. On a juste à trouver le temps nécessaire de caler ça dans l'organisation de l'IUT. Et on est en capacité de décliner très facilement de la formation tout au long de la vie. Je rappelle que c'est un enjeu capital et c'est normalement un enjeu pour nos universités, mais pour l'instant, les universités y répondent très très mal. Donc, pour conclure, les blocs de compétences, c'est un langage commun entre le monde professionnel et le monde de la formation. C'est indispensable pour être éligible à la formation tout au long de la vie. C'est une partie de l'accès au diplôme, mais qu'une partie. Il y a tout le processus de formation, donc avec le contrôle continu encore que tout le monde connaît. C'est une réponse à certaines missions des universités en termes de réussite des étudiants, de formation tout au long de la vie, d'accueil de publics variés, de professionnalisation des diplômes, d'insertion professionnelle, de flexibilisation et individualisation des parcours. Ça permet le développement de ressources propres en réponse à la réforme de la taxe professionnelle. Et puis, c'est de la liberté pédagogique aussi, parce que vous avez vu qu'à aucun moment, on a dit qu'il fallait forcément décliner tel type de formation en faisant tel type d'activité pédagogique. Donc, ça veut dire que tout type d'activité pédagogique, évidemment, c'est à travailler en équipe. Et c'est ça aussi l'obligation. C'est-à-dire qu'il y a l'obligation de retravailler en équipe tout le processus de formation. Et de travailler en équipe élargie, parce qu'on peut, dans des parcours protéiformes, évidemment, l'IUT prend tout son sens et on ne doit pas rester simplement dans son département. Donc il y a un mixage des publics aussi à valoriser. Alors la mise en place opérationnelle, évidemment, c'est un frein parce que la peur du changement, et il est colossal, ça peut effectivement effrayer, mais il n'empêche que dès l'instant où on prend le temps d'expliquer, et nous avons fait déjà peut-être une vingtaine d'explications devant des publics variés, pour certains qui étaient, j'entendais, a priori, première chose, intervention. Moi, de toute façon, les blocs, je suis contre. Ok, au bout de 4 heures, quand on a pris le temps d'expliquer... Ça peut prendre longtemps. C'est-à-dire que si vous voulez, là, en 15 minutes, c'est... Voilà. Mais en 4 heures, en général, les gens sont convaincus. En 4-5 heures, ça arrive. Parce que, si vous voulez, c'est un grand changement de paradigme. Donc, il est bien évident qu'il y a tout un vocabulaire à s'approprier, il y a des définitions, il y a des exemples à montrer, et puis il y a une discussion, un échange. Donc, si vous voulez, ça demande du temps, ça demande à se construire, ça demande à s'imprégner des choses. Et donc ça ne peut pas se faire en 15 minutes quand même. Et donc il y a une attente qui est assez colossale au sein du réseau pour avancer. Et la crainte, elle est levée dès l'instant où on parle d'accompagnement. Et l'accompagnement, évidemment, sur ce type de mise en place est indispensable. Bien entendu tout à l'heure, je le redis, il faut forcément prendre ce temps d'accompagnement, sinon on va droit dans le mur. Et même un accompagnement des équipes. Il y a enfin, qu'au début mai, je crois, c'est ça. On a pris 3 départements d'une région, on les a mis en séminaire et on a travaillé là-dessus avec eux, sur toutes les équipes pédagogiques. De manière, alors d'abord il y a une présentation, il y a une réflexion sur le PPN, il y a la présentation qui vous a été faite mais plus dense, et ensuite le lendemain ils ont travaillé sur, à partir des blocs, comment dans mon enseignement je vais pouvoir retrouver, comment on va partir, on va faire une sorte d'arborescence. Donc ça c'est très important des séminaires pour accompagner les gens. De la même manière, les blocs, ils ont été faits avec les professionnels. On a travaillé avec des gens de chez Thales, ingénieurs de Thales, des gens de chez Schneider, des gens de chez Siemens. Ouais. Et puis on a fait des tables rondes. Là, quand on a une ACD, il y avait tous les professionnels. On a pris des PME, PMI, parce que c'est 95% des emplois. Les gros groupes ou nos instances dans les CPN, c'est des gens qui viennent, qui représentent la branche, mais qui ont bien souvent une idée vague et floue de ce que ferait un DUT. Là, on a invité les bureaux d'études, on a invité les gens de la région, et on a discuté avec eux. On leur a présenté et on a échangé pendant plus d'1 heure, 1 heure et demie là-dessus. Donc, si vous voulez, le travail, il se fait obligatoirement avec les professionnels, puisque l'objectif, c'est quand même d'avoir un diplôme professionnalisant.
Donc il y a une prise de conscience avec le professionnel qui est importante, de savoir si ça lui plaît, si ça lui plaît pas, est-ce qu'on répond à ses attentes. Le travail qu'on vous a présenté sur les blocs de compétences, on ne vous a pas tout présenté sur ce qui a été fait en GE2I, mais effectivement, c'est important de bien se rendre compte que c'est un système bouclé et on interagit avec les professionnels. Donc on est en phase avec la demande des professionnels. Et puis, il y a une chose importante, raisonner en termes de compétences, de blocs de compétences ou d'approche par compétences, ça donne une lisibilité du diplôme. Lisibilité, je dirais, vers le professionnel, mais aussi de l'étudiant. Une des remarques qui nous a été faite avec les professionnels, c'est quand on les embauche, quand on les rencontre, on leur dit qu'est-ce que vous savez faire, et l'étudiant, il ne sait pas trop dire. Il ne sait pas quoi. Il dit, sait pas. Il dit j'ai fait ça. Mais concrètement, donc si on raisonne en termes de blocs de compétences, d'approche par compétences, d'acquis d'apprentissage, l'étudiant, et qu'on travaille avec, parallèlement, il faut penser au portfolio, il faut penser au PPP. C'est un gros travail qui va être intégré là-dedans. Ça va lui donner du sens à ses études. Donc la question, c'est bien comment utiliser le bloc de compétences pour donner un nouveau sens au diplôme. Et c'est le mot de la fin. Et c'est le mot de la fin. On peut remercier chaleureusement Fabien, Philippe, Laetitia et Valérie. On se garde un peu de temps, c'est bien pour les échanges. Mais avant d'aller un tout petit peu plus loin, histoire de faire une mise à niveau pour tout le monde, est-ce que, Fabien, en deux mots clairement, majeur, mineur pour la future réforme du bac, en deux mots? En deux mots, majeur, mineur, c'est vraiment cette notion de ne plus avoir de formation tubulaire. C'est-à-dire qu'on a bien un processus dans lequel on choisit un axe, une majeure, et puis on peut y agréger des mineurs de différentes sortes. Et c'est ce qui se passe en ce moment dans les lycées. C'est-à-dire que les lycéens peuvent choisir différentes options autour d'une colonne vertébrale, on va dire, qui est structurée suivant des thématiques assez orientées. Ça se fait déjà dans certaines universités, je pense en particulier à l'université de La Rochelle, qui a déjà bien travaillé, bien avancé là-dessus. Et puis ça se fait aussi, par exemple, au Canada. J'en parlais hier, parce que j'y étais, avec les universités. Et donc, si vous voulez, ils ont un cours central, plus des cours optionnels qu'ils vont choisir, qu'ils peuvent rajouter. Et dans leur cursus, on voit apparaître, ils ont des tableaux, et on voit apparaître les cours qu'on peut rajouter, et donc ils vont choisir dans une enveloppe de cours. Et donc ça, c'est déjà lancé. Alors, je vous dis, je crois que la fac de La Rochelle a bien travaillé, a bien avancé, ils ont fait des parcours, des majeurs et des mineurs. Merci. Alors maintenant, la parole à la salle pour des questions, des inquiétudes, des témoignages, des retours d'expérience sur cet exposé, donc sur la façon de découper la méthodologie pour les blocs de compétences. Merci. Ben oui, moi je suis un des embarqués auquel a fait référence Laetitia, parce qu'effectivement aujourd'hui, je crois quand même que cette affaire, c'est aussi une politique de site. Alors, ne riez pas lorsqu'on parle de la construction de l'université de Toulouse, c'est pas encore fait, on va le dire comme ça. Mais pour faire écho à ce qui s'est dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est aussi un exemple de travail entre IUT, université, au travers des services communs. Et ça, je tenais aussi à le dire. Alors, mesdames, vous avez fait référence aussi au conseil de perfectionnement sectoriel. C'est vrai que, et là peut-être que vous pourrez approfondir, mais c'est vrai qu'on a eu quand même besoin à un moment de cette expertise de la profession, de cette confrontation donc, qui a été essentielle. Moi, je sais qu'à un moment, on a commencé à dire, on a parlé de mots-clés, on a parlé de terminologie, on a parlé d'attente, d'objectifs. Et c'est vrai que là-dessus, la profession nous a amené quand même une approche qui a été assez transformante. Je crois aussi que
Dans le deuxième temps, lorsqu'on a parlé de blocs de compétences, et si on se souvient un instant, le travail des diverses formations dans ce comité qui ont été présentées au Conseil de perfectionnement sectoriel numérique et télécom n'était pas abouti pour tout le monde de la même manière. Et c'est vrai que très rapidement, la demande des entreprises, ça a été de dire, ou de leurs représentants, ça a été de dire attention, mais par rapport à ce bloc, on aurait besoin aussi de ce bloc. On aurait besoin de ce bloc. Donc très rapidement, on est arrivé à une reconstruction ou à une réflexion peut-être autour du diplôme, mais suivant une toute autre décomposition. Et ça, je crois aussi que c'était une approche très intéressante dans ce travail qui a été fait au niveau du site toulousain. Merci. Rodolphe, de l'autre côté, voilà. Merci. Rodolphe Dahl, directeur de l'IUT de Nantes. 3 remarques qui vont lier en fait la première phase en début d'après-midi et puis cette seconde phase. La première remarque, c'est ce qui a été dit finalement en clôture de la première partie de l'après-midi, qui consistait à dire les métiers de demain, on ne les connaît pas bien. Et justement, la manière dont on a essayé de concevoir le DUT de demain, et ce que vous présentez aujourd'hui avec une approche en bloc de compétences, c'est précisément une manière d'anticiper les besoins des métiers que nous ne connaissons pas. Pourquoi ? Et tout simplement parce qu'on peut imaginer des mélanges très inattendus, c'est ce que tu as dit un peu tout à l'heure, Fabien. Alors évidemment, la tarte à la crème, c'est le technico-commercial, parce qu'on ne sait pas bien les former en volume. On sait bien les former aujourd'hui avec un DUT plus une LP, mais on ne sait pas faire beaucoup de volume. Si on a besoin de 1000 technico-commerciaux demain, on ne sait pas bien le faire. On sait bien faire des petits volumes, une vingtaine ici, une trentaine là. Donc évidemment, l'idée c'est de pouvoir industrialiser sur des métiers qui sont comme ça, aux interfaces des spécialités. Et puis les métiers de demain, c'est surtout ceux qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas encore nommer. Probablement que demain, on aura besoin, dans le cadre de l'industrie du futur, de mélanger à la fois l'étude des données, les big data, plutôt du côté de STID aujourd'hui, avec sans doute des compétences qui vont être à la fois portées par du génie électrique, du génie mécanique, sans doute aussi de la logistique industrielle, une sorte de mixte, en gros autour de la robotique, à la fois un peu génie méca, un peu génie élec et un peu Clio, et de l'analyse de données, pour imaginer finalement les méthodes de production de demain. Et tout ça, ça mérite d'avoir de la souplesse. Aujourd'hui, les programmes pédagogiques nationaux, c'est d'ailleurs dans les critiques que tu n'as pas mentionné, une de celles qu'on nous fait souvent, c'est que c'est rigide. Or, je crois précisément que la force des blocs de compétences dans une dynamique de programme pédagogique national, c'est de concilier à la fois la souplesse, la réactivité, qui me semble être un mot qu'on n'a pas entendu dans le début de l'après-midi, mais qui est essentiel aujourd'hui, réactivité par rapport aux besoins à la fois locaux et nationaux, avec un cadrage global, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire de la modularité avec une application sur des terrains très très variés, avec une capacité de mise en œuvre extrêmement rapide. Et ça, je crois que c'est quelque chose dont on a absolument besoin pour répondre à la fois aux dynamiques d'emploi que l'on ne connaît pas encore complètement, qui vont requérir sans doute beaucoup de souplesse et d'adaptabilité, mais peut-être sur des temps courts, parce que tu parlais de Plastronic, hein, qui est l'exemple que j'ai donné souvent dans le cadre de la concertation sur la professionnalisation du premier cycle pendant l'hiver, et cet exemple de la Plastronic, c'est peut-être un exemple qui a une durée de vie courte. On ne sait pas si la Plastronic, c'est un besoin en emploi sur les 50 prochaines années. Peut-être que c'est un besoin d'emploi sur 5 ans, sur 10 ans, sur un ou des territoires donnés. Mais peut-être que finalement, dans 20 ans, on s'apercevra qu'on a besoin d'autre chose. Donc il faut qu'on soit capable de composer, recomposer notre offre de formation de manière hyper dynamique. Et les programmes pédagogiques nationaux, dans une logique de bloc de compétences, avec de la modularité, c'est précisément le bon outil pour le faire. J'avais illustré ça auprès du cabinet de la ministre quand on a parlé de réforme du DUT
pendant l'hiver et pendant le printemps en mettant des carambars avec des bonbons créma, ce qui m'a valu à la fin de mon mandat de président d'ADUT d'avoir un grand pot de carambars et de créma, à l'identique de celui d'Anne-Sophie Barthez, qui est sur sa table de travail, mais je crois que c'est vraiment ça. Donc je pense qu'il y a de vraies dynamiques à trouver en la matière. Et puis un dernier mot sur l'adaptation locale, parce que je crois que le bloc de compétences, c'est aussi ça, c'est la capacité à adapter localement, mais encore une fois, dans une logique de lisibilité nationale liée à nos programmes pédagogiques nationaux. Donc c'est vraiment l'outil de conciliation des contraires et finalement de résolution des paradoxes. En somme, c'est Hippias qui aurait trouvé la quadrature du cercle. Donc c'est plutôt assez intéressant. Merci pour cette intervention. D'autres, voilà, monsieur que j'ai frustré tout à l'heure en fin de première partie, qu'il m'en excuse. Moi, j'aurais une question, donc pour un besoin d'éclaircissement. Donc, j'ai bien compris qu'il y avait une partie qui était certifiée en bloc de compétences et une autre partie qui ne l'était pas. Et par exemple, vous avez, dans un des 6 axes, il y avait le travail en équipe. Alors, donc, d'après ce que j'ai compris, il ne ferait pas l'objet d'une certification en compétences. Alors, non. Et pourquoi ? Pour un bloc de compétences, ça mobilise des connaissances, ça mobilise tout ce qui peut être acquis au cours du processus de formation. Et c'est le bloc de compétences, on va certifier des compétences qui vont faire éventuellement appel aussi au travail en équipe. Dans le bloc de compétences, il y a une partie référentielle activité, il y a une partie référentielle certification. Il y a l'acquis d'apprentissage qui est visé et il y a les modalités. Dans les modalités, on peut très bien demander à ce qu'il y ait une partie de travail fait en équipe. En fonction de l'étude de cas qu'on va proposer à l'étudiant, on peut très bien lui dire, vous devez prendre en compte qu'un tel fera ça, et donc le travail d'équipe peut être pris en compte. Parce que le travail d'équipe, comment on va l'évaluer ? On va l'évaluer par rapport à l'étudiant, et par rapport peut-être au reste de l'équipe, mais si on met le contexte dans les modalités d'évaluation, on pourra très bien évaluer le travail d'équipe. Et ça fera partie des critères. On demandera est-ce qu'il a pris en compte les documents fournis par la tierce personne et ça. Donc c'est faisable de le faire à travers la certification. Le bloc de compétences, c'est une activité. C'est une activité professionnelle et dedans, dans l'activité, ça englobe un certain nombre, c'est un bloc de compétences, c'est un ensemble cohérent. Et le travail d'équipe y est. Comme tout le reste, la communication, voilà. etc. Voilà, la communication, on peut très bien demander qu'il rende compte à l'écrit, avec une présentation orale, et là, on aura besoin des ressources. Et si on va plus loin, et ben, quand on a fait le travail pour arriver au cours, on part de ce bloc, d'un bloc, et on regarde quelles sont, en fonction des situations professionnelles, quelles sont les connaissances nécessaires, quels sont les enseignements liés à ces connaissances, quels sont les acquis d'apprentissage intermédiaires ou spécifiques que l'on devra développer. Puis après, on peut construire le module de formation. Oui, alors j'avais une deuxième question, c'est par rapport, ce travail en équipe, c'est quand même une des pédagogies, je pense, la plus importante. Ça peut se faire en formation. De débouché professionnel. Voilà, parce que le bloc, la certification, elle représente une certaine valeur de CTS, et la formation. Et le travail d'équipe, il peut être fait à travers des pédagogies actives, à travers plein de choses. Mais ça peut être aussi certifié. Et j'aurais besoin d'un deuxième point d'éclaircissement, c'est sur l'évaluation. Est-ce que c'est du binaire ou est-ce que c'est... voilà. Oui. Au niveau du bloc de compétences. Au niveau du bloc, oui, c'est du binaire. Par contre, en formation, on peut mettre des niveaux. Parce que dans les fiches que l'on peut retrouver, on s'est inspiré de fiches de formation qui sont éligibles aux fiches RNCP. Quand on va voir les fiches des licences et de toutes les formations, licence informatique, licence génie civil, les critères, ils sont définis et on les a ou on les a pas. Par contre, la formation, on peut mettre des acquis d'apprentissage, parce qu'en fin de compte, la compétence, on l'a ou on l'a pas qu'à moitié. C'est pas possible. J'ai pris l'exemple du pilote d'avion. Je sais traverser ou je sais pas traverser. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Nous, on a fait des niveaux, on a fait 4 niveaux. Juste correct correspond aux attentes, qui étaient donc au-dessus du juste correct et au-delà des attentes. Je pense qu'on peut graduer. Les compétences, elles sont souvent évaluées avec l'échelle NAME et on peut faire des niveaux, que ce soit ceux-là ou d'autres, mais je pense qu'on peut avoir plusieurs niveaux.
Oui, je pense que c'est une vraie question parce que le binaire, je pense que personne n'est habitué à le gérer, y compris les étudiants d'ailleurs, hein. Alors, surtout. non, Donc, ça risque de poser de gros problèmes en termes je vais vous donner un d'évaluation. exemple. Le binaire n'est pas problématique. C'est si vous mettez un contrat, quand vous signez un contrat pour prendre un crédit, tout est détaillé. Vous savez que vous devrez rembourser telle date, et vous signez, et c'est binaire. Si vous ne respectez pas, vous êtes sanctionné. Et ben, l'étudiant, quand on parle de bloc de compétences, les critères d'évaluation, ils doivent être affichés clairement. Je vous ai parlé tout à l'heure que dans la compétence, il y a une analyse dans l'action. Dans l'action, c'est aller voir les critères et savoir on va rentrer dans le métacognitif de l'action, c'est-à-dire est-ce que je suis arrivé ou est-ce que je ne suis pas arrivé à ce qu'on m'attend de moi. Et c'est pareil, c'est un contrat, il sait quoi. Quand on parle au Canada, il y a des plans de cours. Les plans de cours, ça décrit tout en détail. L'étudiant, il sait comment il va être évalué. Et il a le cours ou il ne l'a pas. Donc je pense que ce n'est pas un problème. Après, en formation, on peut mettre différents grades. Je reviens sur l'exemple des différents niveaux sur un bloc de compétences. On reprend l'exemple du pilote d'avion. Le premier niveau, c'est de piloter un avion quand il fait beau et un petit avion de tourisme. Et ben, cette compétence-là, on la valide ou on ne la valide pas. Mais il n'y a pas d'autre possibilité. C'est-à-dire que moi, je ne monte pas dans cet avion si le pilote, il n'a qu'à moitié validé cette compétence. Par contre, il y a une compétence d'un niveau plus élevé où il peut piloter par tout temps des gros avions avec des appareils sur un Boeing. OK. Ben ça, c'est une autre compétence. Et là, il la valide ou il ne la valide pas. Mais donc, on a bien deux niveaux. Mais on passe en fait deux certifications différentes. Alors, et puis, il ne faut pas oublier, c'est que quand vous allez rédiger vos critères d'évaluation du bloc de compétences, rappelez-vous, on vous a parlé des descripteurs de Dublin, on forme DUT et on est sorti DUT. On n'est pas avec une expérience de 10 ans. Donc, si vous voulez, on doit bien choisir les critères de manière à ce que ça soit accessible à l'étudiant. Et pas de se dire, je vais préparer un DUT, mais je vais lui demander s'il pourrait être ingénieur. Non, il est DUT. C'est une certification, parce que derrière ça, il faut voir que le bloc de compétences, il a du sens. Il est apparu en 2014. C'est le Code du travail qui a mis ça pour le CPF. Et donc, c'est les professionnels. Et donc, eux, les professionnels, ils peuvent très bien demander. Il y a même l'industrie du médicament qui a lancé une campagne de communication à leurs employés pour justement promouvoir l'accès, du moins acquérir, augmenter en compétences dans l'entreprise. Et donc, il parle des blocs de compétences. Et donc, quelqu'un qui vient du monde professionnel, il doit savoir ce qui va être évalué, et comment il va être évalué, et savoir s'il peut valider, avoir cette certification. Ça, c'est très important. Donc, on ne peut pas dire il l'a eu à moitié ou pas. Il l'a ou il ne l'a pas. Et surtout, ça ne se compense pas. Allez, on enchaîne, monsieur. Alors, j'aurais deux questions. Je les pose pendant que j'ai le micro. La première, c'est un peu lié aux compétences transversales. Que deviennent, par exemple, les maths? Bon, une question, j'en ai deux, je pose la deuxième d'abord, après vous répondez en vrac. La première chose. Deuxièmement, quand vous avez présenté les blocs de compétences tout à l'heure, vous avez donné un exemple de bloc de compétences, et j'étais assez étonné de le trouver relativement général par rapport au métier lié à l'automatisme ou à l'électricité ou autre dont vous aviez parlé au départ. Je trouvais que les termes qui étaient utilisés n'étaient pas forcément liés à un de ces métiers-là. Alors, ils sont clairement liés à tous ces métiers, mais si on veut le recontextualiser, on peut rajouter des termes qui vont être spécifiques aux activités professionnelles visées. Mais après ça, on est dans le détail, mais l'idée qui est liée à la conception, puisque c'est celui qu'on avait montré, il est cohérent par rapport à ce qui est attendu, quel que soit le métier. Et les professionnels à qui on a montré ça s'y retrouvent totalement. Ce bloc, il a été construit, en fin de compte, on a fait des groupes. Chacun travaillait sur un champ professionnel, l'automatisme et tout ça. Et les trois groupes, du moins dans deux salles, les trois groupes ont fait remonter les mêmes choses. Donc on a vu qu'il y avait des blocs communs. Maintenant, c'est le contexte. Alors là, on n'a pas encore avancé, on est en train de réfléchir. Mais c'est vrai qu'on peut très bien faire une certification en formation dans un domaine électrique et une certification, du moins en formation dans le domaine électrique, puis une certification dans le domaine de l'automatisme. Où on peut très bien avoir aussi, vous voyez, quand on parle de notion de transférabilité de la compétence. L'étudiant travaille dans son cursus universitaire dans le domaine énergie et il va faire un stage dans le domaine de l'automatisme et là, on va voir s'il est capable de transférer. Et là, on pourra noter qu'il a une maîtrise de cette compétence, de ce bloc.
Donc c'est encore des choses à approfondir. Maintenant, la compétence... Les maths. Les maths, alors ça... Compétence transversale. La compétence transversale. Ah, oui. Donc, Je parlais des maths aussi après. oui, alors, les maths, on a montré tout à l'heure un empilage de petits cubes, c'est les socles. Mais professionnellement parlant, il n'y a pas longtemps, je travaillais avec quelqu'un sur l'évaluation, justement parler d'évaluation, et cette personne, elle est linguiste, et elle fait passer les FLE. Et elle me racontait, et c'est un exemple qui m'a marqué, parce que la compétence transversale en fin de formation, en fin de cursus d'apprentissage, elle n'existe pas. Et elle me donnait un exemple d'un quelqu'un qui était étranger, qui passait le FLE pour être juriste en France. Et donc, au niveau C, c'est professionnel. Et donc, cette personne a rendu compte par écrit d'une mission professionnelle. Et elle, qui est linguiste, elle a eu le problème, quand elle a pris le texte, elle a dû prendre un dictionnaire. Et elle m'a bien dit, d'abord, parce qu'il y avait un vocabulaire qui était spécifique, et il y avait des tournures de phrases qui étaient spécifiques, qui avaient du sens juridiquement. Et conséquence, on voit bien qu'arrivé à un certain niveau professionnel, la compétence ne peut plus être transversale, même si c'est de la communication. Les maths, un étudiant, il va utiliser des savoirs. Ces savoirs, il va les mettre en application, et c'est ça une compétence. Je vais les adapter dans un contexte professionnel. Si on lit certains écrits, la plupart des personnes qu'on peut citer, Goulet, tout ça, ne parlent pas de compétences transversales. Ils disent tous que c'est dans un domaine professionnel, la compétence. Donc, la notion de savoir communiquer, c'est peut-être un bloc intermédiaire, mais ce n'est pas une finalité. Pour dire simple, juste mathématiques. La finalité professionnelle, la réalité des mathématiques dans le monde professionnel, c'est à peu près pas grand-chose. Mais enfin, faut en être conscient, et quelque part, les universitaires ont du mal à entendre ça. Mais je suis désolé, la réalité des maths dans le monde professionnel, c'est pas grand-chose. Est-ce pour autant qu'il ne faut pas faire de maths ? Ben non. Oui. Et dans le processus de formation, là, il y a toujours des cours de maths. Et il y a toujours des parties qui permettent de prendre conscience qu'il faut modéliser des choses. Bon, il faut utiliser l'outil mathématique. Alors, dans le bloc de compétences que l'on peut certifier, on ne va pas s'amuser à aller contrôler la résolution d'une équation différentielle du second degré, etc. Et ça n'a aucun intérêt. Par contre, face à une situation professionnelle, peut-être qu'à un moment donné, pour pouvoir être en capacité d'y répondre, il faut être en mesure de manipuler ces outils mathématiques. Donc s'il arrive au résultat, donc à valider ce bloc certificatif, ça veut dire qu'il aura été en capacité de les utiliser, ces outils. Mais on ne certifie pas le fait qu'il a su résoudre cette équation différentielle. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien prendre conscience. Ah bah oui, là bien sûr. Attention, on forme, oui, c'est ça, mais on je forme pas qu'en DUT, on forme des chercheurs en mathématiques. Là, on raisonne sur le DUT. Bien sûr, bien sûr. Justement, ça, alors... parce qu'il y a déjà les blocs de compétences pour les doctorants déjà qui ont été écrits, mais on forme un DUT. Je disais justement, Cédric Villani est là. Non, pardon, c'est pas vrai. Oui, c'est la médaille Fields de mathématiques, donc voilà, c'est mon ami, parce que moi j'ai eu 5, je vous le rappelle. Aurélien Monsieur, Nos question. de l'IUT de Dijon-Auxerre. Vous m'avez presque coupé l'herbe sous le pied en parlant du FLE. Quand on évalue un niveau de langue, on fait jamais du binaire, et j'enseigne un peu de FLE également. C'est A1, A2, et encore c'est A1.1, A1.2, consolidation du A1.2, et ensuite après l'examen, un DELF par exemple, ou un TCF, on passe à 2. Et on recommence à 2.1, à 2.2, à 2.2 consolidation. Le binaire, dans ce cas-là, il n'existe pas. Souvent, je complète un peu ma remarque, s'il vous plaît. Quand j'en reçois régulièrement des offres d'emploi des entreprises, ils disent par exemple allemand souhaité ou par exemple espagnol impératif. Dans ce cas-là, comment nous on évalue, en avons-nous la compétence d'évaluer le niveau de langue sur une grille binaire? C'est impossible. Et les explications que vous donniez, effectivement, il y a des sections particulières, par exemple anglais juridique, anglais médical, anglais technique, on peut en décliner un sacré nombre comme ça. Maintenant, moi je m'interroge, comment on fait on dit A1 validé, donc A1 c'est 1 ou 0, c'est ça? Non. Mais ça revient au fait de dire A1, ou à pas le dire. Alors, là, on mélange la certification FLE avec la certification bloc de compétences. Le bloc de compétences, la personne doit s'exprimer en anglais, on va estimer
on va lui demander dans le bloc de rendre compte à l'oral en anglais. Donc ça sera précisé et on demandera que l'anglais soit en fonction du niveau de l'étudiant, en fonction du niveau de l'attente qu'on veut. Donc ça. Mais j'ai vu les certifications FLE et j'ai vu les grilles d'évaluation FLE. En fin de compte, on a travaillé là-dessus, c'est pour ça. Si vous voulez, c'est très intéressant. Il y a des indicateurs derrière. Vous mettez 2, derrière le 2, il y a un indicateur d'une exigence. C'est des indicateurs qui nous permettent la valeur 2, parce que, et bien souvent, on va de, par exemple, j'ai vu des grilles qui allaient de 0 à 4, et je lui ai dit à ma collègue, je lui ai dit, bah, tu sais, si on traçait une gaussienne, on aurait une courbe moyenne. Je lui ai dit, il y a des gens qui ont 11 au FLE, et puis ils ne parlent pas plus. Quels sont les indicateurs, quels sont les critères d'évaluation que doit mettre en place? C'est toute une réflexion sur qu'est-ce qu'on attend de l'étudiant. On ne va pas décomposer, bah, il sait dire 2 mots, c'est bien. Non, non, c'est qu'est-ce qu'on attend. Est-ce qu'il doit parler un anglais correct? Quand on a travaillé sur les acquis d'apprentissage avec des collègues belges, on devait travailler justement, rédiger des acquis d'apprentissage et rédiger les grilles d'évaluation. Avec nous, on avait un collègue d'anglais de Cachan. Et donc, chacun de notre tour dans nos groupes, on a présenté nos grilles. Et quand lui a présenté sa grille, on s'est dit, bah, écoute, ta grille, elle est superbe, mais je crois qu'on est tous dans le niveau bas. Parce qu'il avait mis un niveau trop élevé. Et vous voyez, ça, c'est un gros travail, une grosse réflexion à faire. Et ça, je pense que c'est des travails d'équipe, d'exigence, en se disant, voilà, on est capable, qu'est-ce qu'un étudiant doit être capable de faire? Et après, une fois qu'on a mis le critère, qu'est-ce qu'on attend de lui? Quel processus de formation on va mettre en place pour y arriver? Parce que quand on fait un cours, souvent on fait le cours, puis après on va mettre l'évaluation. Non, c'est de se dire, qu'est-ce que je vais évaluer et comment je vais faire pour y arriver? Alors, il faut différencier. La certification, si on lui demande de rendre compte en anglais correct, il doit être correct. Mais il va se préparer, il va se former. Certification du bloc, préparation, référentiel, formation. Vous avez expliqué... C'est pas le ouais. fleuve. Vous avez expliqué donc votre méthode de travail, qui était très intéressante avec les professionnels, avec des équipes pédagogiques diverses et variées. Et qu'en est-il des étudiants? C'est-à-dire de la perception qu'auront les étudiants, comment ils vont percevoir cette nouvelle pédagogie, cette nouvelle façon, effectivement, d'évaluer et de valider ou non un cursus. Alors, il ne faut pas confondre le bloc avec la pédagogie. Hein. Mais pour l'étudiant, non mais... Le bloc de compétences, c'est une définition qui est... il y a un argumentaire de la définition du bloc de France Compétences, ça tient sur 4 pages, chaque terme de la définition est bien défini. Bon, il y a ensuite la certification. Derrière, pour l'étudiant, il y a systématiquement un contrat, c'est dans l'arrêté licence. On ne va pas non plus y couper. C'est-à-dire que le contrat, c'est bien pour l'étudiant avec lui, construire son cursus de formation et les blocs qu'il va valider. Donc c'est un contrat qu'on passe avec l'étudiant, tout doit être clair et dès le départ. Donc l'étudiant, il se retrouvera davantage que maintenant par rapport aux informations qu'il peut avoir dans les différentes formations. D'autres... Tu n'es pas d'accord, mais pourquoi? Quelqu'un... Ben justement. Si, mais c'est pas le contenu, parce que là on raisonne en termes d'activité. Faut pas, parce que en 2013, non, mais même en termes de processus de formation, quand on parle, pour voir avec les Canadiens, les plans de cours, c'est très cadré. Je pourrais en montrer, vous verrez, tout est détaillé. Il sait quelles compétences, alors du référentiel compétences, diplôme, il sait quelles compétences il va affecter, comment ça va être traité, quelles sous-compétences, comment il va être évalué. Tout est détaillé. Et l'étudiant le comprend, sait le comprendre. Et pour avoir fait des applications en apprentissage actif, en évaluation par compétences, avec des grilles critériées d'évaluation, l'étudiant n'est pas du tout dérouté parce qu'il sait comment il va être évalué. Après, il n'y a pas de moyenne. La note 10, on passe de 8 à 12 ou de 8 à 13, mais il sait que pour avoir plus de 13, il sait quelles sont les conditions pour arriver. Encore quelques minutes d'attention, s'il vous plaît, là, pour la salle. Monsieur. Il y a donc une partie de la formation qui va être validée avec des notes et une partie avec des blocs. Si à la fin des 2 ans, il lui manque un bloc, alors qu'il a la moyenne dans la partie formation classique, il n'a pas le DUT, il y aura plus de blocs avec plus de crédits, ce qui fait qu'en gros, il y a un bloc qu'il pourrait ne pas avoir. Parce que si c'est un bloc non acquis au début,
Je pense qu'on va pouvoir lui faire repasser, valider en stage la compétence qu'il n'aurait pas eu au S1. Par contre, si c'est à la fin et il ne l'a pas, est-ce que c'est un critère supplémentaire pour ne pas avoir le DUT? Qu'est-ce que le DUT dans le futur? J'en sais rien. C'est une réponse ouverte. Moi, j'ai pas la solution à ça. C'est peut-être là-dessus aussi qu'il faut plancher et travailler. Un bloc de compétences derrière. Est-ce que tous les blocs doivent avoir le même nombre de CTS? Est-ce que tous les blocs doivent être définis avec des durées identiques, etc. Moi, j'en sais rien. On peut envisager des rattrapages aussi. Il peut y avoir des rattrapages. On peut imaginer plus de blocs que les 30 crédits. Oui. Oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. Avec le 8 dans les yeux actuellement, celui qui ne l'a pas, normalement, il n'a pas le diplôme. Après ça, il y a un jury. Une décision de jury. Après, on peut envisager des rattrapages. Après, un bloc, ça peut se repasser. Ça peut se repasser. Il peut y avoir des sessions de rattrapage. C'est encore à réfléchir. Tout reste à inventer. Voilà, il y a tout. Parce que là, comme on a dit, on n'a pas, notre petite phrase de début, c'est on n'a pas inventé l'ampoule en modifiant la bougie. Donc, si vous voulez, c'est ça, c'est de se dire. Et on est bien d'accord que les 1800 heures vont être organisées avec une partie formation et puis ensuite ou avant, peu importe, les 4800 heures, une partie formation, ensuite la partie bloc, on peut panacher cette partie formation classique et cette partie bloc. Alors, le bloc est dissocié de la formation. La CNCP, qui est maintenant... Non, mais dans le temps, dans l'organisation du planning. Alors, oui, ça, le bloc, la certification, elle est décorrélée de la formation. Ça, c'est déjà... La formation, c'est bien marqué, la formation est le processus pédagogique pour accéder à la certification. La CNCP et la Copanef ont écrit ça. Ça, c'est déjà la première chose. France Compétences le reprend plus ou moins. Donc, si vous voulez, il faut bien se séparer le bloc de la formation, le processus, comment on va le mettre. Alors après, en fonction, vous voyez, un diplôme, on parle aussi de granularité des blocs. Combien on va mettre de blocs? Ça, on ne sait pas. Là, vous voyez, on a fait un premier travail. On s'aperçoit que ça, c'est les blocs terminaux. On a 3 spécialités, on peut en avoir 15. Après, on se met des blocs intermédiaires. Parce que la question, elle est quand même... on est en réflexion. Mais il y a des blocs qui, par exemple, il y a des compétences qui, en fin de compte, intègrent certaines compétences. Quand on va évaluer un bloc terminal, par exemple, si on va faire une fiche de mise en service, on sait qu'il y a derrière, il y a la mise en service. Ça peut être un bloc intermédiaire, la mise en service du système. Et donc, ça peut être un bloc intermédiaire qui serait niveau technicien. Parce que la mise en place des blocs, c'est pourquoi ils ont fait, l'IJNER a bien dit, c'est pour éviter le décrochage. Mais c'est aussi pour faire le raccrochage des personnes qui veulent faire de la formation, qui ont décroché, qui ont déjà acquis des choses. On a parlé aussi qu'il y a une question de validité, de traçabilité. Le bloc, il y aura une fiche certificative. Donc la personne, si elle revient pour reprendre un cursus, il pourra dire j'ai déjà ce bloc-là, est-ce que je peux envisager de faire ça? C'est ça aussi la FDLV. On n'est pas encore c'est pas encore trop dans notre culture, mais il y a cette dimension. Et donc ça, il faut l'intégrer et se dire comment on va le faire, comment on va structurer. Si quelqu'un sort du cursus avant la fin des 3 ans du DUT, il faut lui donner des choses et que ça représente quelque chose au niveau professionnel. Donc le DUT, c'est le cadre intermédiaire, peut-être le technicien, je ne sais pas. Mais on est en train de se poser des questions à ce niveau-là. Ok, merci en tous les cas pour ces précisions. Je pense que ça a été bien détaillé, nécessaire pour entrer dans la méthodologie de découpage. Je vous propose de remercier Fabien Nebel, Philippe Lavallée, Laetitia Amaré et Valérie Gabriel.